Vous avez la parole, Monsieur Bon, Hamon. moi, j'espère qu'effectivement, je parviendrai à dire un petit peu qu'est-ce qu'on envisage derrière ce terme de médecine de précision, oui, en particulier donc de psychiatrie personnalisée. Donc, comme il a été dit ce matin par le professeur Passérieux, par le professeur Pachou, il s'agit effectivement d'une approche pluridisciplinaire. Tous les acteurs qui se sentent impliqués sont les bienvenus pour aider à une meilleure qualité de vie. Et donc, bien sûr, il y a le monde de la clinique, il y a le monde social, c'est pas bon là, les sciences humaines et sociales, mais il y a aussi les chercheurs, il y a aussi les neurosciences. Et moi, je suis donc dans un institut de neurosciences, de psychiatrie et de neurosciences. Et donc j'ai eu une activité donc pendant plusieurs décennies en matière de neurosciences, donc l'étude du cerveau. Et on va voir qu'on peut aussi envisager une amélioration, très certainement, des patients, des familles, de la vie de ces gens qui sont en souffrance par la recherche, avec ce que fait la recherche aujourd'hui. Alors si effectivement on considère ce qu'est le handicap et le rétablissement personnalisé, l'idée c'est de vivre mieux et plus longtemps. Donc on a effectivement le rôle, l'implication du secteur médical, l'implication du secteur social avec la réhabilitation psychosociale, et puis le monde du travail, c'est effectivement le rétablissement fonctionnel par des approches comme la remédiation cognitive. Donc moi, je vais me situer surtout sur le premier point, à savoir la rémission symptomatique, psychique et somatique, pour une meilleure identification en réalité des patients. Vous savez que quand on a affaire à une pathologie, on dispose d'un certain nombre d'approches, de stratégies thérapeutiques, de médicaments. Ces médicaments, vous les connaissez très bien, mais on les applique sans aucune rationalité. C'est l'ensemble des patients, l'ensemble des personnes, plus exactement, qui souffrent, qui vont être finalement l'objet de traitements avec un antipsychotique, un antidépresseur, etc., etc., sans qu'on sache vraiment à qui est destiné, quelle est la meilleure molécule, quel est le meilleur produit pour donc tel ou tel antipsychotique, tel ou tel antidépresseur. Et puis, bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'on ait des développements de médicaments bien meilleurs que ceux dont on dispose aujourd'hui. Alors, quelques mots sur ces médicaments. Ils agissent sur, comme vous savez, ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, quelques mots quand même. On a parlé de synapse tout à l'heure. Alors, c'est autre chose, mais la synapse, c'est quand même le lieu de contact, de communication entre les neurones. On a donc des réseaux très compliqués, etc., mais qui sont parfaitement identifiés grâce aux techniques d'imagerie et des techniques qui ont des développements récents tout à fait spectaculaires. On peut, comme on dit, transpariser le cerveau, rendre le cerveau aussi bien animal qu'humain, en post-mortem, bien sûr, transpariser et n'avoir que les fibres. On peut voir comment finalement les différentes régions cérébrales communiquent entre elles par des réseaux de neurones, par des réseaux de fibres, et ceci peut être visualisé très directement aujourd'hui. On a aussi mis l'imagerie in vivo avec les différentes techniques, j'en parlerai aussi un petit peu plus tard. Donc il s'agit de molécules, GABA, glutamate, acétylcholine, sérotonine, dopamine, noradrénaline, dont vous avez tous entendu parler. Eh bien, les médicaments agissent sur ces neuromédiateurs, donc qui finalement modulent, contrôlent et rétablissent finalement lorsqu'il y a un dysfonctionnement de ces communications entre neurones. Et c'est comme ça qu'agissent les médicaments, donc les psychotropes. Alors simplement quelques images, une image pour vous montrer évidemment la complexité, mais finalement on obtient des images tout à fait artistiques, c'est le moins qu'on puisse dire, avec on peut donner des fausses couleurs à tel ou tel neuromédiateur, et on voit comme ça un neurone qui utilise tantôt la sérotonine, tantôt la dopamine, tantôt l'acétylcholine, et vous voyez un petit peu l'intrication très complexe,
mais qu'on parvient à débrouiller par encore des avancées technologiques tout à fait spectaculaires. Donc les médicaments, c'est absolument indispensable. Alors ça, c'est clair, le médicament, c'est la base, c'est finalement l'évolution de la psychiatrie depuis les années 50, avec les malades qui sortent de l'hôpital. Maintenant, on développe de plus en plus l'ambulatoire, c'est effectivement absolument indispensable. Mais c'est loin d'être la panacée, encore une fois, parce qu'ils sont finalement prescrits un petit peu à l'aveugle. On a une identification des pathologies uniquement sur la base de symptômes, des symptômes qui ne permettent pas de classer de manière très très précise les patients donc, qui vont répondre à ces médicaments. Et on peut avoir, comme vous le savez bien sûr, des effets secondaires qui peuvent être extrêmement délétères. C'est en particulier les troubles métaboliques avec les antipsychotiques, donc la prise de poids, la dégradation de l'image corporelle, etc., et les problèmes de diabète, cardiovasculaire, etc., etc., et puis aussi les mouvements anormaux. Et là, eh bien, il n'y a pas de médicament idéal et on attend beaucoup encore de la recherche pharmacologique pour avoir des produits qui soient bien meilleurs que ceux dont on dispose aujourd'hui en termes d'efficacité et surtout en termes de tolérabilité. Alors, comme vous le savez, le monde de l'industrie pharmaceutique s'est retiré finalement de la psychiatrie, un peu moins de la neurologie avec évidemment les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. Mais pour la psychiatrie, il n'y a pratiquement plus de grands groupes industriels qui se préoccupent de développer de nouvelles molécules, donc avec des propriétés nettement supérieures par rapport aux médicaments dont on dispose aujourd'hui. Il y a quand même quelques espoirs, et je voudrais vous mentionner cette molécule, qui est une très vieille molécule, la kétamine, au départ un anesthésique utilisé dans le monde animal, donc dans la médecine vétérinaire, mais qui se révèle avoir des propriétés tout à fait intéressantes pour le traitement de la dépression, pour le traitement des idées suicidaires, du stress post-traumatique. Et donc il y a, à la suite de ces observations qui relèvent essentiellement de la clinique, de la recherche clinique, donc un retour vers le monde préclinique, le monde de la recherche, y compris en chimie, pour avoir des dérivés qui vont perdre les effets secondaires assez gênants, notamment des effets donc sur des hallucinations déclenchées par cette molécule. Donc éliminer cette partie et garder l'effet antidépresseur, l'effet aussi majeur sur la prévention des suicides avec la kétamine. Et il y a un laboratoire compte tenu de cette observation, qui se remet à la psychiatrie et qui, j'espère, va relancer l'intérêt des labos pharmaceutiques pour le médicament de la psychiatrie. C'est le laboratoire Janssen, avec donc un spray nasal pour intervenir le plus tôt possible chez une personne en particulier qui risque de passer à l'acte suicidaire avec des résultats qui semblent extrêmement intéressants. Alors le médicament, ce n'est pas tout, loin de là. Et donc on recherche évidemment d'autres approches, d'autres stratégies à visée préventive ou thérapeutique. Et je vous présente là finalement la couverture du dernier numéro de la revue Un autre regard de l'UNAFAM, que vous connaissez, qui justement traite des thérapies non médicamenteuses en psychiatrie. Parce que le médicament, encore une fois, ça ne fait pas tout. Et une synthèse de tout ça, c'est qu'on a affaire à un organe. Donc l'organe, c'est l'organe cerveau, et les approches thérapeutiques, les stratégies thérapeutiques peuvent être multiples. C'est bien sûr le médicament, et là c'est la chimie, c'est l'action sur le neuromédiateur, l'action sur les synapses dont j'ai parlé. Mais on a maintenant donc l'ouverture sur les approches physiques avec les stimulations magnétiques transcrâniennes. On connaissait bien sûr l'électroconvulsivothérapie, mais donc au-delà de ça, on développe les thérapies donc avec des stimulations magnétiques transcrâniennes, stimulation électrique en courant continu également transcrânienne, donc le moins invasive possible. Et puis d'autres approches, donc l'immunothérapie ou autres, on pourra éventuellement en parler
dans la discussion. Et puis aujourd'hui, évidemment, ce dont on parle surtout, c'est les remédiations, les thérapies qui relèvent de la communication, donc cognitivo-comportementale, remédiation cognitive, on en a parlé, et puis les différentes formes de psychothérapie. Eh bien, tout ça doit intervenir ensemble, bien évidemment, pour aller vers le rétablissement, vers la meilleure qualité de vie possible, vivre mieux et le plus longtemps. Malgré tout ça, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on en est effectivement à ce qu'il y ait encore 2 millions de personnes qui souffrent. Il y a un retard de diagnostic avec plus le diagnostic est fait tardivement, plus la stratégie thérapeutique qui est mise en place, évidemment, sera trop tard avec une efficacité qui sera loin d'être optimale. Une mortalité prématurée liée à tout cela, bien sûr, aussi au fait que, comme on l'a dit déjà ce matin, il y a une négligence par rapport à la santé somatique de ces patients. Et donc, il s'agit effectivement d'avancer dans tout cela et d'améliorer l'état de santé de ces patients. Le coût, en plus, est absolument colossal, donc il faut absolument stimuler la recherche pour réduire ces coûts, pour avoir de nouvelles stratégies, de nouvelles ouvertures sur de nouveaux traitements, de nouvelles prises en charge thérapeutiques. Vous voyez, le coût, c'est de l'ordre de 110 milliards par an aujourd'hui. C'est le premier coût donc, en termes de santé aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on peut dire des traitements dont on dispose aujourd'hui? Eh bien, les traitements interviennent une fois que les troubles sont installés. C'est après le premier épisode psychotique, etc. Et donc, on intervient en curatif, entre guillemets, et on voit que le curatif, eh bien, c'est très exceptionnel qu'on ait une guérison, puisque Christine Passerieux a parlé d'une guérison pour un sujet qui souffre de schizophrénie sera guéri uniquement sur 7, dans le meilleur des cas. Donc l'idée, c'est d'intervenir le plus tôt possible. Et pour intervenir le plus tôt possible et avoir réellement une ouverture vers une guérison, eh bien dans ce cas, il faut identifier au plus tôt les causes de ces pathologies. Donc on va s'intéresser aux mécanismes éthiopathogéniques et donc avoir des stratégies qui sont curatives, mais complètement curatives, et encore mieux, préventives. Et bien pour cela, ça c'est simplement le décours, on a effectivement des signes pré-symptomatiques, donc avant la survenue de la crise, mais on est incapable actuellement, on connaît des facteurs de risque, mais on est incapable au niveau d'une personne d'identifier finalement quelles sont les causes de la survenue ensuite donc, de cette phase symptomatique avec d'abord le premier épisode psychotique. À ce moment-là, on met en place le traitement, mais c'est sans doute trop tard. La preuve avec effectivement la mortalité prématurée, les dégradations somatiques qui accompagnent la pathologie psychique et qui n'est pas bien prise en charge. Donc pour cela, on a besoin de biomarqueurs. Il n'y a pas référence à d'autres pathologies. Si on considère le diabète, si on considère l'hypertension artérielle, ce sont aussi des pathologies qui se caractérisent par l'absence de symptômes en réalité. Donc il y a peut-être des signes prodromiques, mais il n'y a pas vraiment de pathologie. Mais heureusement, on a dans ce cas-là la possibilité, dans le cas de diabète, bien sûr, de doser le glucose sanguin. Et un chiffre suffit finalement pour déclencher un traitement du diabète. Dans le cas de la pression artérielle, eh bien, on va mesurer tout simplement la pression artérielle. Et là, effectivement, en cas d'hypertension, on va pouvoir intervenir. Dans le cas des troubles psychiques, eh bien non, il n'y a pas tout ça. Eh bien, il faut essayer le plus possible d'aller vers la recherche de biomarqueurs et avec la détection le plus précocement possible du risque de pathologie psychique. Alors, de quoi on dispose aujourd'hui en recherche? Eh bien, en recherche avec une application clinique réelle. Il y a bien sûr la neuroimagerie. On peut maintenant, donc in vivo, observer directement le cerveau
voir s'il y a des anomalies anatomiques, des anomalies fonctionnelles avec l'IRM, le PET scan, etc. On pourrait y revenir. Il y a aussi, on sait qu'il y a des facteurs de risque génétiques, il y a une part d'héritabilité dans un certain nombre de pathologies psychiques. Donc repérer au plus tôt, identifier les gènes qui sont concernés et repérer au plus tôt par une analyse du génome si effectivement la personne en question est à risque par rapport au développement d'une pathologie psychique. Il y a des dosages sanguins, il y a eu des tentatives de fait pour tenter de repérer une signature d'une pathologie psychique avec toute une série de dosages, et il y a des papiers dans des journaux sérieux qui ont prétendu qu'en dosant 20 à 30 différents composés dans le sang, donc des métabolites divers, des lipides, des protéines, etc., eh bien, on pouvait avoir finalement une image, une signature avec des variations dans un sens ou dans l'autre, etc., d'un tel ou tel marqueur biologique, tel ou tel marqueur sanguin. On pouvait prédire, dans une certaine mesure, si effectivement il y avait le risque de pathologie psychique chez cette personne. En faisant ce type de dosage, on s'est aperçu qu'il y avait en particulier des molécules qui étaient perturbées. C'est notamment dans le domaine de l'inflammation, des marqueurs de l'inflammation, donc des protéines qui jouent un rôle clé dans la réaction inflammatoire, dans la participation des lymphocytes, la lutte contre l'infection, etc., etc. Alors ces produits, cytokines, CRP, etc., etc. Et puis tout ça, c'est pour le biologique. Mais il y a aussi repérer d'autres types de marqueurs. Par exemple, l'analyse du langage. On a des modifications dans l'intonation de la voix, dans le débit, etc., qui peuvent permettre aussi peut-être d'identifier le plus tôt possible le risque de pathologie psychique. Aussi, bien sûr, regarder certains systèmes sensoriels, notamment au niveau de l'œil, au niveau de la rétine. Il y a, paraît-il, en tout cas chez certaines personnes qui sont en souffrance de schizophrénie ou en risque majeur d'épisodes psychotiques, des altérations dans le fonctionnement de la rétine qu'on peut révéler par des techniques relativement simples d'enregistrement des cellules ganglionnaires de la rétine. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de tout ça ? Eh bien, c'est finalement regrouper tout ça en essayant d'identifier au mieux, au niveau d'un individu, l'aspect génétique, l'aspect structural, donc au niveau de la morphologie cérébrale, l'aspect aussi métabolique avec les dosages sanguins, et puis ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les modifications éventuelles des systèmes sensoriels, etc., etc. Et il y a ce type de recherche qui a commencé donc, dans les années 2000, 2010 plus exactement, avec un exemple, le consortium Imagen. Eh bien, l'idée, c'était de prendre une population générale d'adolescents, donc de 14 à 19 ans, et de les suivre en mesurant un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire en utilisant la neuroimagerie. Donc, c'est pas très simple. Donc, voir un petit peu, faire des examens de neuroimagerie en IRM, etc., voir le suivi du développement cérébral donc, de ces ados, puisque, comme vous le savez, le cerveau, il est vraiment mis en place seulement vers 20-25 ans. Donc, on est encore en pleine phase de croissance et de développement, d'installation des circuits neuronaux donc, à l'adolescence. Eh bien, on va suivre ça de 14 à 19 ans. Le génétique, c'est effectivement l'exploration du génome et de repérer les éventuelles altérations en termes de polymorphisme, en termes de répétition de séquences, donc d'anomalies du génome qu'on a tous, mais certaines anomalies sont liées au risque de pathologie, et puis des dosages sanguins, et notamment donc ces marqueurs de la neuroinflammation ou de l'inflammation, exactement, à cytokine. Et l'idée, c'est d'avoir pour chaque sujet, finalement, l'évolution dans le temps, l'évolution en parallèle, donc à la fois de ces données en neuroimagerie, le génétique, ça ne bouge pas beaucoup, et en dosage sanguin. Eh bien, on a repéré des choses. On a repéré qu'il se passait des choses, notamment en termes de neuroimagerie, avec
la matière grise. Il y a des modifications donc, chez les sujets, les ados donc, qui ont fait, donc, à la fin de la période d'examen, vers 18-19 ans, et il y en a un certain nombre, une proportion faible, fort heureusement, mais qui a eu des accidents psychiques, des épisodes, des épisodes psychotiques carrément, ou des phases de dépression. Eh bien, on a pu montrer qu'effectivement, dans ce sous-groupe, il y avait des modifications, en particulier de la substance grise dans certaines régions cérébrales. Ceci intervient, et on a pu le suivre aussi dans cette cohorte, dans le cadre évidemment d'événements, aussi d'événements de vie, qui jouent un rôle très très important dans le déclenchement de la pathologie, dans le déclenchement de ces épisodes. Donc il y a effectivement une vulnérabilité au départ, une vulnérabilité qui peut être d'ordre génétique essentiellement, et puis lorsque effectivement l'ado est confronté à des stress particuliers. Des stress, ça peut être des événements de vie effectivement douloureux, difficiles, mais ça peut être aussi des phases d'infection, de maladie, etc., etc. Et puis aussi le comportement de l'individu, notamment la prise de cannabis, où on sait que dans le cas de la schizophrénie, eh bien, le cannabis, la prise régulière de quantités importantes de cannabis peut être le déclencheur, non pas vraiment l'élément causal de la pathologie, mais déclencher finalement la pathologie qui, dans les cas d'environnement optimum, au contraire, ne serait pas intervenue et ne se serait jamais déclarée. Donc l'implication de facteurs biologiques en particulier, donc avec la recherche de différents marqueurs dont j'ai parlé, mais aussi tenir compte de l'environnement, et tout ça entre dans le cadre d'interaction gène-environnement. Que fait le stress du point de vue environnement? Eh bien, le stress provoque une réaction inflammatoire, et on a vu déjà que les dosages sanguins révélaient très souvent la présence d'un certain niveau de base d'inflammation plus élevé dans la population à risque et dans la population de malades psychiques par rapport à la population générale. Eh bien, cette réaction neuroinflammatoire va entraîner des altérations au niveau cérébral, en particulier dans le cerveau en développement, en particulier chez l'adolescent, et entraîner des perturbations dans la construction du cerveau avec les désordres psychiques. Est-ce qu'on a réellement ces neuroinflammations? Eh bien, beaucoup d'études montrent que effectivement, on met en évidence alors les sujets à risque ou les sujets patients, ce sont les barres rouges. Les sujets qui ne sont pas à risque, normaux, entre guillemets, les barres bleues. Et donc, on montre qu'effectivement, il y avait une augmentation de ces marqueurs de neuroinflammation donc au niveau cérébral dans le cas des patients donc, qui sont réellement atteints de la pathologie schizophrénique, mais aussi les sujets à risque. Vous avez l'image des couleurs avec donc, le sujet sain avec la couleur rouge et jaune correspondant à la présence de la réaction neuroinflammatoire, donc extrêmement faible chez le sujet sain, très clair dans le cas de sujets schizophrènes, et puis le sujet à risque, donc en fonction de différents marqueurs qui ont pu être identifiés par ailleurs, et bien présente effectivement cette réaction, le début de réaction neuroinflammatoire. Donc tout ça permet d'identifier au mieux les sujets, et je vais passer tout ça parce que je n'ai pas envie d'être trop long. L'idée, c'est effectivement d'avoir une meilleure identification des sujets pour finalement identifier au mieux donc les sujets à risque. Alors on va disposer d'une quantité de données très importante, et ça va être extrêmement difficile à gérer pour en l'occurrence le psychiatre, ou en tout cas le praticien qui est concerné par la prise en charge clinique de la personne. Et fort heureusement, on a en même temps finalement une révolution, une véritable révolution
avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces techniques informatiques qui permettent de gérer des quantités de données absolument astronomiques. Et vous avez les performances donc, qui sont illustrées ici de l'intelligence artificielle avec d'abord, évidemment, je rappelle des événements historiques, comment finalement Garry Kasparov, avec en face d'un robot qui est entièrement piloté par l'intelligence artificielle et qui est autonome, finalement a pu battre dans une compétition d'échecs. Donc Garry Kasparov a été battu par l'ordinateur Deep Blue donc aux échecs, et encore plus spectaculaire, donc avec un jeu extrêmement compliqué. Vous voyez, il y a 200 coups, 10 puissance 500 combinaisons possibles. Donc évidemment, ça dépasse l'entendement. Il y a quand même des gens qui sont des champions de ce jeu de Go. Eh bien, en l'occurrence, le champion a été battu par l'intelligence artificielle. Donc on peut espérer beaucoup de l'intelligence artificielle, notamment pour gérer toutes ces données et essayer de repérer quelles sont les associations entre tel marqueur, tel autre marqueur, etc., etc., dans une série peut-être de plusieurs centaines de marqueurs donc, qui vont permettre vraiment au niveau de l'individu de classer au mieux cet individu. L'objectif de l'intelligence artificielle en matière de santé, c'est effectivement une amélioration. D'abord, une médecine prédictive, une médecine de précision parce qu'elle s'adresse à une personne en particulier, donc où on va, à partir de là, avoir la meilleure décision possible et le meilleur choix au plan thérapeutique, en termes de médicaments dont on dispose aujourd'hui, mais aussi les autres approches dont j'ai parlé, les nouvelles techniques de stimulation non invasive, les stimulations transcrâniennes en particulier, et puis aussi comment le sujet va répondre au mieux à toutes ces thérapies psychologiques ou de la psychothérapie, les remédiations cognitives, cognitivo-sociales, etc., etc. Donc, intelligence artificielle et psychiatrie, effectivement, c'est le suivi de nombreux paramètres en continu. L'analyse des communications verbales, j'ai parlé, donc j'ai dit, c'est comment on peut analyser le langage, l'écriture, etc. Donc tout ça fait partie des éléments qui permettent de définir ce qu'on appelle un phénotype digital, c'est-à-dire à partir des big data que seule l'intelligence artificielle va être capable de gérer, on va identifier au mieux finalement les facteurs de risque ou comment le sujet, l'usager, va répondre au mieux à un traitement donné. Donc prédiction des chutes, des risques de rechute, optimisation de l'approche thérapeutique et meilleur suivi, accompagnement thérapeutique. Alors, au plan du médicament, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'on avait donc une population de patients. On a finalement, ces patients sont traités de manière globale, sans qu'on ait vraiment identifié les différentes catégories de patients. Avec cette ouverture sur l'intelligence artificielle, l'analyse de big data, finalement la recherche de plus en plus de marqueurs donc au plan du phénotype du sujet, on va identifier, on va ce qu'on appelle stratifier les patients et par comparaison avec les données accumulées sur telle ou telle catégorie de patients, repérer que tel groupe de patients va bénéficier plutôt du traitement A, du traitement B, du traitement C, donc avec une meilleure efficacité et en réduisant au maximum les effets délétères. Alors tout ça, évidemment, c'est en perspective, ce n'est pas réellement en pratique, loin de là, surtout dans le domaine de la psychiatrie, on en est vraiment au début. Et puis, soyons vigilants, parce que effectivement, ça peut être le big doctor, on va avoir une amélioration au plan diagnostique, au plan du traitement, mais il y a aussi le big brother, donc faisons attention au risque, évidemment, de protection des données, qui est un élément absolument clé. Il y a beaucoup d'éléments positifs, mais encore une fois, tout ça doit être parfaitement contrôlé, sécurisé,
et on n'en est pas encore là. Alors néanmoins, il y a des données positives en ce qui concerne l'implication de l'informatique dans la pathologie, dans le traitement, la prise en charge de la pathologie psychique. C'est la réalité virtuelle. Ça donne quand même des résultats qui sont vraiment très, très intéressants, notamment pour les crises d'angoisse, donc notamment associées à l'épisode psychotique. Donc, pour mettre le sujet dans l'environnement le plus proche possible de la réalité et lui permettre de s'adapter donc à ces conditions et pour ensuite retrouver dans le milieu naturel un comportement qui ne soit pas douloureux, qui ne soit pas anxiogène, comme c'est le cas pour la personne qui souffre. Et puis, autre élément intéressant aussi en matière de développement, c'est la télémédecine. On a parlé des déserts médicaux, donc là, une très très grande hétérogénéité régionale en matière de soins, en matière aussi psychosociale, donc c'est une évidence. Il y a des régions qui sont quand même plus favorisées et puis d'autres qui sont au contraire très défavorisées. Eh bien, peut-être qu'avec la télémédecine, les échanges donc entre professionnels de la santé, entre le monde de la santé et le monde social, avec bien sûr les patients, on peut peut-être espérer que les choses vont s'améliorer aussi grâce à l'introduction de l'outil informatique dans le monde de la psychiatrie et donc pour le bien-être des patients. Alors pour conclure, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, et notamment si on voit un petit peu l'état des lieux en matière de soutien de la recherche en France, de la psychiatrie et des pathologies psychiques mais en général, par rapport aux autres pays. Alors vous voyez, comparé à l'Espagne, Royaume-Uni, Finlande, USA, je ne dis pas, c'est le pourcentage du budget de la recherche consacrée aux pathologies psychiques. Vous voyez qu'en France, on est vraiment très très en retard. Donc il y a beaucoup à faire. Néanmoins, il y a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression, de cette urgence d'intervenir pour la meilleure prise en charge et pour avoir un véritable rétablissement. Donc, encore une fois, vivre mieux et plus longtemps, c'est la nomination du professeur Franck Bellivier comme délégué à la santé mentale et à la psychiatrie, donc auprès de Madame Buzyn. Et c'est quelqu'un qui à la fois l'approche de la recherche, l'approche du monde médical et l'approche du monde social. Donc je pense qu'on peut beaucoup espérer de Franck Bellivier et du département qu'il est en train de mettre en place pour les années à venir. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Hamon.